Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. La visite officielle en Corée du Sud du président de la République Alassane Ouattara a pris fin jeudi. Avant de quitter Séoul, le chef de l'État a eu une rencontre avec la communauté ivoirienne vivant dans ce pays. Au centre des échanges les élections de 2015, le président de la République a aussi eu un entretien avec le corps diplomatique africain accrédité en Corée du Sud. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et la Banque mondiale se sont ouvertes hier aux États-Unis. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a pris part à la cérémonie. Ces assemblées annuelles rassemblent notamment des gouverneurs de banques centrales et des ministres responsables des finances et du développement. Sylvie Touré. Ils sont quelques 10 000 acteurs du monde de la finance à prendre part à la rencontre. Ensemble, ils devront réfléchir aux défis auxquels est confrontée la planète. Le PIB mondial passe de 3,3 en 2014 à 3,8 en 2015. Les perspectives économiques sont bonnes, mais pas assez pour faire reculer le chômage. Selon Christine Lagarde, 230 millions de personnes sont frappées par cette crise de l'emploi. Et si cette population constituait une nation, celle-ci serait la 5e plus grande au monde, fait-elle observer. La directrice générale du FMI tire la sonnette d'alarme. Le monde est à la croisée des chemins. 2015 est une année cruciale. Les gouvernants devraient donc opérer des choix. La patronne du FMI préconise l'accélération de la croissance, car plus de croissance, plus d'emplois. Christine Lagarde prône également plus de coopération entre les États. La meilleure forme d'aide est l'entraide, explique-t-elle. Et le FMI, qui célèbre son 70e anniversaire cette année, sera plus présent aux côtés des pays en développement pour les aider à opérer les bons choix. Pour la sous-région ouest-africaine, la priorité demeure la lutte contre Ebola. Le président du groupe Banque mondiale a regretté que la réponse mondiale ait été lente et insuffisante. Nous aurions dû intervenir plus rapidement, a-t-il reconnu. La Banque mondiale a doublé son aide dans la lutte contre le virus hémorragique. Elle passe de 200 à 400 millions de dollars, soit à 200 à 200 milliards de francs CFA, avec une présence plus accrue des équipes d'aide dans les 3 pays touchés en Afrique de l'Ouest. La communauté internationale passe donc la vitesse supérieure. Il faut rapidement stopper l'épidémie qui menace les vies humaines et l'économie de ces pays. Durant 2 jours, les concertations vont se poursuivre entre experts des 188 pays membres. Objectif, apporter des solutions globales aux défis communs auxquels fait face le monde. On célèbre aujourd'hui, 11 octobre, la Journée internationale de la fille. Elle est également marquée ici en Côte d'Ivoire. À travers une déclaration, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto, invite les populations à s'impliquer dans la lutte contre les violences faites aux filles. Le reportage est d'Herman Niamé. La jeune fille à travers le monde est confrontée à toutes sortes de violences et de pratiques néfastes. Elle subit les mutilations génitales, le mariage précoce et ou forcé, et elle est aussi confrontée à de multiples exploitations, y compris le trafic à des fins de prostitution. Pour la célébration de la 3e édition de la Journée internationale de la fille, le gouvernement ivoirien demande l'implication des parents dans la lutte contre les violences faites aux filles. L'origine des violences faites à la fille remonte quelquefois à sa naissance. Dans certaines sociétés, celle-ci est parfois mal acceptée ou rejetée, car la préférence va souvent à l'enfant de sexe masculin. La Côte d'Ivoire s'est résolument engagée à lutter contre les violences basées sur le genre, en particulier celles faites aux filles. C'est dans cette perspective que des initiatives ont été prises en vue de la promotion et de la protection des droits fondamentaux des enfants, spécifiquement ceux des filles. Cette activité a permis aux leaders communautaires et aux guides religieux de rédiger une déclaration solennelle d'engagement. Dans la même veine, un plan accéléré de lutte contre les grossesses en milieu scolaire a été élaboré par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique.
Les violences basées sur le genre, qu'elles soient commises en situation de paix, de guerre, de catastrophes naturelles ou de post-conflit, interpellent de par leur gravité l'ensemble des États et la lutte contre ce fléau constitue une préoccupation majeure de la communauté internationale. C'est pourquoi le thème de cette 3e édition de la Journée internationale de la fille est « Autonomiser les adolescentes, mettre fin au cycle de violence ». Le chef de l'hémicycle ivoirien séjourne depuis jeudi aux Comores à l'invitation de son homologue. Guillaume Soro doit assister à Moroni à la séance solennelle d'ouverture de la 2e session ordinaire du Parlement et prononcer un discours devant les députés comoriens. Le président de l'Assemblée nationale met également à profit son séjour aux Comores pour effectuer des rencontres. Ce vendredi 10 octobre, la communauté internationale a célébré la Journée mondiale de la santé mentale. Pour cette 23e édition, l'accent a été mis sur la sensibilisation. Selon l'OMS, les problèmes de santé mentale touchent le tiers de la population mondiale actuelle. Le thème retenu cette année est « Vivre avec un schizophrène ». Serge Gangomé. Discordance de la pensée, troubles du comportement et de l'humeur marqués par une ambivalence, des bizarreries et une dissociation ainsi qu'un hermétisme. Tels sont les signes cliniques de cette maladie psychiatrique appelée schizophrénie. Une maladie qui perturbe considérablement l'équilibre physique, mental et social de bon nombre d'individus. La façon la plus spectaculaire, c'est que l'adolescent et le jeune a tendance à se replier sur lui-même. Il cesse de communiquer avec les autres. Il ne perd pas son intelligence. Et très souvent, les schizophrènes, on se rend compte que dans certains domaines, ils sont très intelligents. Et ce manque de communication fait que contrairement à cette intelligence qui paraît développée, les résultats scolaires sont mauvais. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la schizophrénie fait partie des 10 maladies les plus invalidantes, notamment chez les jeunes. Les troubles comportementaux enregistrés par la pathologie peuvent conduire le sujet à recourir à des stupéfiants pour affirmer sa personnalité. Si on veut voir, il est livré à lui-même, il fait ce qu'il veut. Bon, c'est pas ça qu'il a eu les mauvaises compagnies et puis il est tombé dans l'esclavage de la drogue. À l'origine de cette maladie, des facteurs génétiques, environnementaux ou accidentels. C'est le stress. Après les études, les parents n'ayant plus de moyens. Étant abandonné, l'enfant a eu le BEP, c'est bon, il n'avait plus de soutien. À l'hôpital psychiatrique de Bengéville, la schizophrénie constitue 35% des diagnostics posés en hospitalisation. C'est également la pathologie la plus fréquente chez les adolescents reçus au dispensaire de l'hygiène mentale de l'Institut national de la santé publique. Vivre avec le schizophrène nécessite des attitudes vis-à-vis du malade. Il faut partir du principe que le schizophrène, c'est un sujet qui est malade et non pas un sujet qui est anormal. À partir de ce moment, on va avoir recours à l'intervention médicale. C'est un traitement qui va durer plusieurs années, mais qui prendra fin parce que, avec les progrès de la science, et nous en sommes aussi bénéficiaires, il y a beaucoup de schizophrènes qui réussissent à recouvrer un minimum de dignité et d'autorité et de prise en charge de leur propre personne. Cependant, un dépistage précoce est le moyen le plus efficace de prévenir le mal et de le guérir. Si la personne adulte a beaucoup de chances de guérir pratiquement totalement de sa maladie mentale, l'enfant a moins de chances. C'est pour ça que le diagnostic précoce de tout enfant qui présente des troubles de la communication, des troubles de la socialisation, même des troubles pouvant entraîner des difficultés scolaires, il faut consulter. À ce jour, avec l'évolution de la science, un espoir de guérison définitive est à saluer pour le bonheur des nombreuses personnes qui souffrent de la schizophrénie. La décharge d'Akwedo est de nouveau opérationnelle. Elle avait été fermée récemment en raison de la fin du protocole d'accord entre l'État de Côte d'Ivoire et les populations d'Akwedo. Ce dénouement est le fruit des efforts et de la médiation du préfet de la ville d'Abidjan et du gouverneur du district autonome d'Abidjan, Serge Koléa. En attendant l'ouverture de la prochaine décharge, comme annoncé par le gouvernement, la décharge d'Akwedo Village continuera de recevoir les ordures ménagères du district d'Abidjan. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les populations d'Akwedo, le préfet d'Abidjan et le gouverneur du district d'Abidjan. Comme vous le constatez,
c'est un vaste cimetière de déchets derrière nous. Heureusement pour nous, monsieur le gouverneur a approché le village d'Akwedo. En tant que fils du terroir, cadre et brillé, il a promis au village d'Akwedo de s'investir lui-même personnellement afin que des solutions idoines soient trouvées aux problèmes environnementaux, aux problèmes sanitaires et aux problèmes psychosociaux. Nous nous réjouissons de ce dénouement heureux. Je voudrais remercier tout le village d'Akwedo, remercier les femmes, les hommes et surtout les jeunes qui ont eu foi au gouverneur Robert Begremambe du district d'Abidjan. Venu constater la reprise des activités sur le site, le directeur de la Nature, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, a réitéré la volonté des autorités ivoiriennes à honorer leurs engagements. Grève des agents du ministère du Tourisme depuis le 15 septembre dernier. Ils disent revendiquer des primes impayées. Au cours d'une conférence de presse tenue récemment, le directeur de cabinet du ministre du Tourisme a invité les grévistes à privilégier les négociations et à reprendre le travail. Herman Niamien. Il y a aujourd'hui 25 jours, environ un mois, que certains agents du ministère du Tourisme sont en grève. Selon le directeur des cabinets du ministre du Tourisme, les grévistes exigent une prime de travail. Il y a certains départements ministériels autour de nous qui bénéficient des primes. Eux aussi voudraient bénéficier des primes. Mais cette prime-là, il faudrait que cette prime-là, comme nous leur recommandé certains départements ministériels, soit assise sur nos ressources propres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte tel que plus vous travaillez, plus vous devez avoir. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Mais il faut montrer qu'on est vraiment compétent. Dr Afin Kouassi jamais demande aux grévistes de revenir à la table de dialogue. Il rassure que les démarches pour aboutir à l'instauration définitive de cette prime sont avancées. Tout ce qui devait être fait dans le cadre de l'institution de la prime a été fait. Les textes qui devaient être pris ont été pris. Même il y a un autre texte qui a été pris pour créer un cadre de concertation pour qu'on puisse discuter et éviter ce genre de conflit. Ce n'est pas un conflit, mais ce genre de malentendu. Et on leur souhaite vivement de reprendre le travail dès le lundi prochain, lundi 13. Cette grève qui dure depuis le 15 septembre paralyse tous les services du ministère avec une lourde perte journalière au niveau des services du guichet unique estimé à 5 millions de francs CFA selon certaines sources. La mission de l'ONU en Centrafrique a été visée jeudi par une attaque, la première depuis son arrivée le 15 septembre. Le même jour, un casque bleu a été tué lors d'une embuscade contre un convoi dans la soirée près de Bangui. 8 autres soldats ont été blessés et tous ces incidents suscitent des inquiétudes dans le pays. Des Banguissois qui fuient leur quartier, à nouveau des habitations qui partent en fumée, des barricades sur les artères principales de la capitale centrafricaine, à nouveau des rassemblements de personnes paniquées par les tirs. Depuis mardi, la capitale centrafricaine est sous tension. Un casque bleu pakistanais a été tué jeudi dans une embuscade contre son convoi. Vulnérable, la toute nouvelle mission des Nations Unies ne rassure plus. On nous a fait comprendre, on nous a fait croire que le casque bleu serait la solution, mais on est en train de voir aujourd'hui, les gens sont venus armés, ils ont tiré devant les casques bleus, il n'y a pas eu d'interpellation, il n'y a rien eu, et ils ont brûlé les magasins. Donc franchement, j'ai très peu d'espoir en fait. Je veux la paix, je veux le désarmement forcé. Mais qui va désarmer? C'est ça aussi la question. Qui va désarmer? C'est une chanson. Les forces internationales, MINUSCA et Sangaris, sont déployées en nombre ce vendredi pour tenter de ramener le calme à Bangui. Depuis mardi, au moins 9 personnes ont été tuées. Point de départ de ces nouvelles violences, la mort d'un motard musulman. Le pouvoir accuse les anti-Balaka. Cette milice chrétienne demande ce vendredi à tout ministre se réclamant d'elle de quitter le gouvernement pour forcer Catherine Samba Panza a démissionné. La présidente de la transition est de plus en plus critiquée. Parfois, dans son propre camp, il se dit que l'accord de cessation des hostilités signé à Brazzaville en juillet tarde à entrer en application. Les lauréats du prix Nobel de la paix sont connus depuis hier. Il s'agit de l'Indien Satyarthi et la Pakistanaise de 17 ans Malala pour sa campagne en faveur de la scolarisation des jeunes filles dans son pays. La cause des enfants récompensée par le comité norvégien.
Le prix Nobel de la paix a été conjointement attribué vendredi à la jeune pakistanaise Malala Yousafzai et à l'Indien Kailash Satyarthi. Bête noire des talibans, Malala incarne le droit des filles à l'éducation à travers le monde. À 17 ans, elle devient la plus jeune lauréate de l'histoire du Nobel, 2 ans après avoir été victime dans son pays d'une tentative d'assassinat. Moins connu du grand public, Kailash Satyarthi, âgé de 60 ans, défend les enfants et les femmes réduits en esclavage dans les usines indiennes. Un Nobel qui prend un relief particulier après l'enlèvement en avril dernier au Nigeria de 276 lycéennes par le mouvement islamiste Boko Haram. Les djihadistes du groupe État islamique continuent leur avancée dans le nord de la Syrie. Les combattants kurdes se retrouvent seuls face à la progression des islamistes. Malgré les frappes de l'aviation américaine sur la ville syrienne de Kobané, le quartier général des combattants kurdes est tombé vendredi dans les mains de l'État islamique. Les Peshmerga, qui opposent depuis 3 semaines une résistance acharnée aux djihadistes, payent un lourd tribut dans cette guerre. Les unités combattantes kurdes se retrouvent seules et en première ligne. Une situation qui provoque la colère des Kurdes. Des manifestations sévèrement réprimées par la police turque ont fait une 30aine de morts ces derniers jours. Les Kurdes demandent une aide au sol de la Turquie et de la coalition internationale. Nous avons des proches à Kobané. Beaucoup sont morts et nous sommes sans nouvelles des autres. Si la Turquie avait voulu stopper l'État islamique, Kobané ne serait pas tombé. Alors que Kobané est sur le point de tomber sous le regard de l'armée turque, les États-Unis pressent Ankara de s'engager davantage dans ce combat contre le I. Le secrétaire d'État américain John Kerry a toutefois voulu relativiser l'importance stratégique de la ville. Kobané est une tragédie, car l'avance des diables de l'État islamique fait de nombreuses victimes. Mais la chute de la ville ne remet pas en cause notre stratégie ni l'ampleur du combat en cours. Kobané est une ville, mais il y en aura beaucoup d'autres où nous devrons combattre l'État islamique. Recevant le nouveau patron de l'OTAN, le président turc a posé ses conditions à une intervention terrestre en Syrie. La création d'une zone tampon pour accueillir et protéger les populations civiles et la poursuite du combat contre Bachar el-Assad, responsable selon Ankara de cette tragédie. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.